Au fond, Claude, le passé ne sert-il pas de cadre un peu conventionnel pour raconter autre chose, ou même pour interroger la question même du passé, et notamment du passé littéraire? Oui, absolument, hein. Moi, ce qui me frappe, dans cette vogue, du nouveau roman historique, c'est certaines fictions qui cherchent finalement à réinterpréter, pas simplement l'histoire sociale, l'histoire politique, hein, la Mmh. grande histoire, mais aussi, la petite histoire, si j'ose dire, de notre littérature, Mmh. hein. Et il y a 2 œuvres de ce point de vue-là que je trouve particulièrement marquantes. Il y a d'une part, ce que Sergine Desjardins a appelé une biographie romancée, hein, donc qui tient à la Mmh. fois de la biographie et du roman. Biographie romancée qu'elle a consacrée à Robertine Bary et qu'elle a Mmh. fait paraître donc en 2 tomes, hein. C'est une sorte de règle presque non écrite du roman historique. Mmh. Il faut toujours que ça se décline en plus d'un tome, donc en Mmh. 2010-2011. Et cette Robertine Bary, ben, c'est une figure assez intéressante, Absolument, hein, oui. qui a été pendant longtemps occultée, méconnue, puis qui a joué un rôle très actif en tant que journaliste, hein. Il Mmh. publiait sous le nom de plume de Françoise. Mmh. C'est quelqu'un qui a aussi joué le rôle de mentor, de conseillère, notamment avec, ou plutôt auprès du jeune Émile Nelligan, hein. Mmh. On prétend qu'il y aurait peut-être même eu une sorte d'idylle, plus ou moins Mmh. platonique entre les deux, même s'il n'y a aucune preuve Mmh. formelle, hein, de cette relation. En tout cas, assurément, il y avait une relation au moins épistolaire entre Mmh. les deux. Donc, une grande femme de lettres qui a entre autres publié un magnifique recueil qui s'appelle Les fleurs champêtres. Mmh. Et donc, c'est vraiment à Sergine Desjardins que l'on doit la redécouverte, hein, de cette figure majeure des lettres québécoises du 19e siècle. Et elle a eu le souci, en quelque sorte, de se documenter, hein. Elle a à peu près tout lu ce qui s'est écrit Mmh. sur Robertine Bary. Elle a Mmh. également lu tout ce que Robertine Bary a écrit, mais elle Mmh. a éprouvé la nécessité d'aller plus loin et elle jugeait que seule la fiction lui donnait les moyens, en quelque sorte, de tracer les liens entre les différents points fournis par les archives et par Mmh. les documents. Je pense aussi à un autre exemple, hein, que l'on doit cette fois-ci à Micheline Morisset. C'est un livre qui s'intitule Arthur Buis, Chevalier errant, qu'elle Mmh. fait paraître en 2000. Là aussi, c'est une très belle fiction. En fait, je ne sais pas si on peut parler de roman historique, mais en tout cas, c'est une fiction qui entretient un lien privilégié avec l'histoire de notre littérature, puisqu'il s'agit d'une uchronie, hein. Donc, Ce qui aurait pu se passer si. voilà, exactement. Si, en l'occurrence, Arthur Buis, hein, le grand chroniqueur au style si satirique, souvent même très caustique, avait vécu dans les années 1990, hein. Il imagine Arthur Mmh. Buis déambuler à Rimouski et dans les environs, Mmh. notamment à Sainte-Luce-sur-Mer, dans le contexte, entre autres, du référendum de 1995. Et c'est très Mmh. intéressant parce que, d'une certaine façon, on a beaucoup dit qu'Arthur Buis était un homme en avance sur son temps, c'était même une sorte de précurseur de la Révolution tranquille. Donc c'est amusant Mmh. d'imaginer ce qu'il aurait pensé de la Mmh. société québécoise moderne, contemporaine, hein, bien après la Révolution tranquille, à la fin des années 90, alors que la société québécoise est en quelque sorte à la croisée des chemins et doit Mmh. choisir soit d'opter pour l'indépendance politique, soit au contraire pour le maintien au sein de la Fédération canadienne. Mmh. Alors c'est vraiment intéressant et puis ça permet aussi de mettre en scène finalement un lieu qui a été très important pour Arthur Buis, hein. C'est quelqu'un qui va perdre très tôt sa mère et son père ne voudra pas s'occuper de l'enfant et donc va le confier à ses sœurs et donc il va être élevé par ses grandes-tantes qui sont en réalité des seigneuresses de Rimouski. Alors Mmh. il garde d'excellents souvenirs de la région de Rimouski et Mmh. ensuite devenu adulte, hein, Arthur Buis va constamment revenir à Rimouski et même à la fin de sa vie il va acheter un terrain, il va se faire construire, comme on disait à l'époque, un cottage, c'est-à-dire un chalet, hein, pour Mmh. pouvoir y passer ses étés, mais malheureusement, il va mourir simplement, je crois, l'année après la construction de son fameux cottage. Donc, ça permet Oui. finalement de jeter un nouvel éclairage sur l'histoire de notre littérature en mettant en scène des figures soit méconnues, mais qui ne sont plus maintenant grâce à Sergine Desjardins dans le cas Mmh. de, bien sûr, Robertine Bary, soit encore des figures très connues comme Arthur Buis, mais en dévoilant un aspect qui est, lui, pour le coup, moins connu, c'est-à-dire, hein, ses liens avec la région de Rimouski et avec l'est du Québec et le bas du fleuve.
Mais y a-t-il d'autres exemples de romans historiques inspirés par l'histoire de notre littérature? On est dans le roman historique de l'histoire littéraire, en Oui, quelque sorte. absolument. Ben, je vais donner des exemples qui sont chers à mon cœur, puisque ça émane de chercheurs universitaires. Et je pense entre autres, par exemple, à votre propre roman, Bernard, qui porte sur Salles-la-Terrière, hein, L'énigme de Salles-la-Terrière, publié en 2013. Mhm. Alors, vous pourrez peut-être réagir dans un instant, mais je crois que c'est une façon pour vous de prolonger votre travail d'érudition, d'historien littéraire avec d'autres moyens et avec peut-être la liberté que donne la fiction. En tout cas, c'est déjà ce que Réal Ouellet avait Oui, fait avec La en, Hontan. avec La Hontan en 1996, donc son roman intitulé L'aventurier du hasard. Et c'est ce que moi aussi j'essaie de faire maintenant, c'est-à-dire de passer constamment de l'érudition à la fiction pour C'est faire juste. ce que j'appelle de l'érudifiction, c'est-à-dire à la fois exploiter mes travaux d'historien littéraire comme un ouvroir de création potentielle, mais également utiliser la fiction pour aller là où je ne peux pas aller en tant qu'historien littéraire, c'est-à-dire lorsque les sources sont muettes, je Oui, suis obligé en quelque sorte d'utiliser l'imagination, la fiction, absolument. et je trouve que c'est une voie d'accès très intéressante dans la mesure où le matériau sur lequel on travaille, c'est précisément la littérature. Donc, de faire de la littérature avec la littérature, pour moi, c'est un vrai bonheur. Tout à fait. Vous avez raison, d'ailleurs, vous appelez ça de l'érudifiction, je vous suis, moi j'appelais ça de l'archéologie littéraire, mais ça s'avère tout à fait nécessaire pour tirer de l'oubli certains pans de notre histoire. Bon, j'essaie de le faire effectivement avec l'énigme de Salles-la-Terrière, et vous-même avec votre roman L'œil de l'ermite, tout récent, sur l'ermite de Saint-Barnabé. Pouvez-vous nous rappeler justement les étapes de cette découverte ou redécouverte du personnage de l'ermite, puisqu'il avait déjà été évoqué dans le premier roman du corpus canadien-anglais, The History of Emily Montague de Francis Brooke en 1769. On retrouve donc ce personnage. En quoi l'histoire de cette ermite est-elle révélatrice de la façon dont on raconte ou dont on oblitère aussi le passé littéraire? Pouvez-vous nous rappeler les aléas de cette histoire ou préhistoire de l'ermite? Oui, absolument. Alors, c'est un personnage que j'affectionne tout particulièrement, que j'ai découvert en arrivant à Rimouski en 2002. Et Mm. ce que j'aime particulièrement de ce personnage, c'est qu'il comporte en fait trois facettes qui sont tout à fait indissociables, mais qui sont en même temps presque impossibles à concilier entre elles. C'est à la fois un personnage historique qui a bel et bien existé, hein. Il a vécu presque 40 ans sur l'île Saint-Barnabé, au large de Rimouski, entre 1728 et 1767. On sait très peu de choses à son Mm. sujet puisqu'il a laissé peu d'archives. On sait par contre, grâce à des découvertes récentes que j'ai faites, qu'il était en fait un marin-pêcheur terre-neuvier qui a pêché donc la morue à la fois dans les bancs de Terre-Neuve et sur la côte de Gaspé Mm. dans les années 1720. Et en fait, il faisait partie d'équipage armé à Saint-Malo, hein. Donc c'est un Mhm. breton d'origine. Mhm. Et pour des raisons qui nous échappent, en 1728, il décide de s'installer sur l'île Saint-Barnabé avec l'accord du seigneur de Rimouski, apparemment pour veiller à son salut. Mais il Mm. doit certainement y avoir aussi des contreparties qui nous échappent Mhm. un peu, qui Mhm. ne sont pas mentionnées dans le seul document d'archives qu'on ait conservé Ouais. de 1728 à ce sujet. Comme c'était un marin-pêcheur, il n'est pas impossible, mais là on est dans la spéculation Mm. et déjà un peu dans la fiction, Mm. il est possible qu'il ait relevé la pêche à fascine, donc pour le Mm. seigneur Lepage, et qu'en contrepartie, il ait eu le droit de vivre sur l'île Saint-Barnabé. Donc ça, c'est le personnage historique. Ouais. Mais, comme vous l'avez très justement souligné, c'est aussi un personnage de fiction romanesque à Mm. part entière, dans la Mm. mesure où 2 ans seulement après sa mort, Mm. il meurt en 1767, l'écrivaine britannique Francis Brooke décide de le mettre en scène dans son roman épistolaire The History of Emily Montague. Mm. Alors c'est un roman épistolaire, alors il y a toutes sortes de rebondissements, de Mm. péripéties, etc. Mais un beau jour, le personnage d'Ed Rivers décide d'aller à la rencontre de ce curieux ermite qui vit sur l'île Saint-Barnabé, Mm. hein, et il apprend que contrairement à l'idée qu'il s'était faite, ça n'est pas parce qu'il est misanthrope qu'il vit seul, c'est parce qu'il a perdu l'amour de sa vie. C'est Mm. quelqu'un qui aurait décidé d'épouser clandestinement l'amour de sa vie, la femme de sa vie, en Bretagne. Et comme les parents étaient opposés à leur union, ils avaient décidé tous les deux de refaire leur vie de l'autre côté de l'Atlantique, mais malheureusement, au large de Rimouski, le navire fait naufrage, Mm. tout le monde meurt,
sauf le futur ermite qui récupère la dépouille de sa bien-aimée, qui l'inhume dans l'île où il a en quelque sorte Mm. échoué, Mm. et il va décider d'attendre que la mort lui permette de retrouver l'amour de sa vie Ah dans oui, l'au-delà. Donc, quel pendant sujet. presque 40 ans, alors c'est héroïque, et même chez Francis Brooks, c'est plus que 40 ans, puisque dans la fiction romanesque de Francis Brooks, c'est 60 ans. Donc, Mm. c'est une espèce d'épreuve héroïque Mm. qui n'est pas forcément à la portée du premier venu. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'à côté de ces deux personnages, ou ces deux facettes historiques, romanesque, il y a aussi une dimension légendaire, c'est-à-dire que Mm. dès le 19e siècle, à Rimouski, va circuler des récits à propos de l'ermite, et ces récits vont tendre, en général, à en faire un descendant de Jacques Cartier, Tiens, pourquoi pas. l'explorateur de Ouais, l'époque de François Ier. Et ouais. donc, dans ma fiction, moi, j'ai voulu montrer finalement à quel point, à partir d'un individu historique, pouvaient se construire comme ça différentes strates qui sont Mhm. en quelque sorte indissociables, mais en même temps presque inconciliables, Mhm. puisqu'il est très peu probable que mon pêcheur de morue ait été l'amant éploré qu'imagine Francis Brooke, et il est encore moins probable qu'il ait été le descendant de Jacques Cartier, comme le prétendait Mhm. la tradition orale à Rimouski au 19e siècle. Et donc, mon livre, en fait, c'est Mhm. une sorte de mosaïque, c'est-à-dire que de chapitre en chapitre, je donne au lecteur et à la lectrice une petite pierre, et Mhm. c'est au lecteur et à la lectrice de constituer le portrait Ah oui. de son propre ermite, puisqu'en fait, ce que je trouve fascinant avec l'ermite, c'est que à chaque fois qu'on a écrit à son sujet, on a souvent eu tendance à se projeter dans la figure de Mhm. l'ermite. Et Mhm. donc, il y a pratiquement autant de déclinaisons de l'ermite qu'il y a eu d'écrivaines et d'auteurs qui se sont emparés du sujet. Et de ce point de vue-là, pour moi, l'ermite de Saint-Barnabé, c'est une fabuleuse machine à fiction littéraire. Et s'il y a une chose que j'aime dans la vie, ce sont les fictions littéraires et les machines à fiction littéraire.